Voici l'essentiel sur les 70 mots indispensables pour maîtriser le niveau B2 en français. En fait, cette analyse montre qu'une sélection ultra stratégique de seulement 70 mots couvre 80% de nos conversations courantes, prouvant qu'il vaut 1000 fois mieux viser la qualité plutôt que d'avaler des listes au hasard. Alors, pourquoi cette qualité est-elle si cruciale? Eh bien, premièrement, le B2 marque un vrai changement de paradigme. Vous savez, les niveaux A1 et A2, c'est pour survivre, genre commander au resto. Le B2, c'est le passage à la nuance, pour débattre de concepts abstraits. Voyez le vocabulaire de base comme un couteau suisse, très pratique, alors que le B2, c'est carrément un scalpel pour une précision chirurgicale de votre pensée. Et puisque la précision est primordiale, voyons cet arsenal. Deuxièmement, utilisez des mots puissants. Dites « entreprendre » ou « soutenir » au lieu de « faire » ou « dire ». Intégrez des connecteurs comme « cependant », « en effet », « néanmoins » et des noms comme « l'enjeu » ou « la démarche ». Honnêtement, pourquoi s'obstiner à dire « je pense que c'est bien » quand je soutiens que c'est remarquable donne instantanément de l'autorité à votre discours. Maintenant, comment ne pas tout oublier? Troisièmement, passez à l'assimilation active. Prenez 10 mots par semaine, créez des phrases sur votre vie et utilisez-les à l'oral sous 48 heures. Ensuite, faites de la répétition espacée. 1 jour, 3 jours, 1 semaine, 1 mois. Mémoriser sur une appli ne sert à rien si vous avez peur de faire des erreurs à l'oral. Accumuler des mots sans les prononcer, c'est comme collectionner des outils sans jamais bricoler. En fin de compte, la véritable maîtrise du français ne se mesure pas au nombre de mots que vous connaissez, mais à la puissance de ceux que vous choisissez d'utiliser. C'est quand même dingue de se dire qu'on pourrait maîtriser, disons, 80% des conversations complexes en français. Ah oui, les grands débats, les négociations professionnelles, ce genre de choses. Exactement. Et tout ça en utilisant qu'une petite poignée de mots bien précis. C'est vrai que c'est une promesse qui semble presque trop belle pour être vraie en fait. Complètement. Aujourd'hui, on va démanteler une croyance qui a vraiment la peau dure. Ce mythe absolu, Le fameux mythe du dictionnaire. voilà. L'idée selon laquelle la fluidité exigerait de mémoriser le dictionnaire entier, page par page. C'est tellement ça. La plupart des méthodes traditionnelles nous poussent vers une approche purement quantitative. Ouais, on compte les mots. C'est ça, on a cette illusion persistante que la compétence dépend uniquement du volume brut de vocabulaire que notre cerveau arrive à stocker. On adore ce qui se compte, le nombre de listes qu'on a avalées, mais Mais on oublie d'évaluer le poids réel des mots. exactement, la valeur stratégique de ce qu'on accumule. Bon, décortiquons ça. Notre matériel de base pour l'exploration d'aujourd'hui, c'est un cours de linguistique qui est extrêmement pointu et qui avance une statistique assez fascinante. Oui, la loi de Pareto appliquée aux langues, en gros. C'est ça, le fameux 80-20. Un vocabulaire ciblé, s'il est choisi de manière vraiment chirurgicale, permet de couvrir l'immense majorité des situations de communication à un niveau intermédiaire avancé. Le fameux niveau B2. Absolument. On parle ici d'une liste stricte de 70 mots. 70 mots pour atteindre le B2. Donc la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est pas du tout de lire un glossaire de bout en bout, hein. Non, ce serait un peu soporifique. Un peu, oui. On va plutôt extraire la méthode exacte pour passer d'une simple communication de survie à une expression qui est véritablement nuancée et experte. Et la beauté de cette approche, c'est qu'elle résonne bien au-delà de la simple linguistique. Comme vous le disiez, c'est une application brillante de ce principe des 80-20, mais appliquée directement à la cognition humaine. Ouais. On identifie les 20% d'efforts lexicaux qui vont du coup produire 80% de l'impact communicatif. C'est une clé universelle, que ce soit pour préparer un examen officiel, comme le DELF B2, ou pour briller lors d'une réunion professionnelle, ou simplement pour quiconque cherche la méthode la plus redoutable pour apprendre n'importe quelle compétence, sans se noyer sous l'information. Complètement. Mais avant d'ouvrir cette mallette magique, il faut comprendre le changement de paradigme. Pourquoi ce niveau B2 est-il si particulier? C'est une excellente question. La source explique super bien la progression. Au niveau A1 et A2, c'est la survie pure. On est capable de commander un café, De demander où est la gare. voilà, de décrire sa journée, c'est vraiment le kit de base. Ensuite, au niveau B1, on gagne un peu en indépendance. On peut donner une opinion simple, on commence à respirer, quoi. C'est le moment où on sort la tête de l'eau. C'est ça. Mais le passage au B2, ça représente une véritable rupture. Ah bon, totalement. Si on relie ça à la vue d'ensemble de l'apprentissage cognitif, le B2, c'est le moment précis où on quitte le concret immédiat. On entre de plein pied dans l'abstraction. L'abstraction, oui. C'est plus simplement je peux transmettre une information basique à la personne en face, c'est plutôt je peux argumenter, débattre, formuler des hypothèses complexes.
et défendre son point de vue face à une contradiction. Exactement. Le locuteur passe de la simple description du monde à l'analyse critique de ce monde. Au lieu de dire « c'est bien », on va dire « c'est remarquable ». Au lieu d'affirmer « je pense que c'est vrai », on va articuler « je soutiens que cette idée est valide ». Ah, j'adore cette distinction. Pour bien visualiser ce passage au B2, prenons un peu l'évolution d'un bricoleur. Ah, j'aime bien les analogies. Vous allez voir. Au niveau A2, le bricoleur possède un marteau et un tournevis. Bon, c'est super pratique, on peut accrocher un cadre au mur, monter un petit meuble en kit, c'est de la survie domestique. D'accord. Mais au niveau B2, on reçoit soudainement la mallette d'outils de précision d'un maître artisan. On peut sculpter, on peut ajuster au millimètre près, créer des trucs complexes. Et l'erreur tragique, c'est que beaucoup de gens remplissent leur mallette avec n'importe quel outil trouvé au hasard. Des outils lourds et inutiles qu'ils n'utiliseront jamais. C'est exactement ça. Et c'est l'erreur fondamentale que souligne le document qu'on analyse. L'apprentissage aléatoire de listes thématiques. Genre, les animaux de la ferme. Voilà. Apprendre le nom de tous les animaux de la ferme ou de toutes les pièces d'un moteur de voiture, c'est une perte de temps cognitive massive quand on vise la fluidité argumentative. Les gens saturent leur mémoire avec des termes périphériques et ils négligent ce que la recherche appelle les mots puissants. Les fameuses 70 mots. C'est ça. L'approche sélective, ça consiste à cibler uniquement les mots qui portent la charge sémantique la plus forte. C'est ce qui permet de démontrer une architecture mentale structurée. Alors, ouvrons cette fameuse mallette de précision, puisque la justesse est la clé. La première étape logique, proposée par notre source, c'est d'améliorer le moteur même de chaque phrase. L'action. L'action, donc les verbes. La liste identifie 10 verbes puissants. On a entreprendre, prétendre, soutenir. Remettre en question, parvenir à. Voilà. Il y a aussi s'avérer, engendrer, préconiser. Et n'oublions pas envisager et contribuer à. C'est une belle liste. Et ce sont vraiment des moteurs. Ce sont de véritables moteurs narratifs, oui. Prenez le verbe engendrer, par exemple. Ouais. Il transporte une notion de création systémique, de réaction en chaîne, de cause à effet profonde. Le verbe basique faire, il est totalement incapable de transmettre ça. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Et je dois avouer une certaine confusion. Je vais me faire l'avocat du diable une seconde. Allez-y. Pourquoi s'embêter avec une telle gymnastique verbale? Je veux dire, les mots causer ou conseiller, ils fonctionnent très bien au quotidien, non? Remplacer conseiller par préconiser ou dire par prétendre, est-ce qu'il n'y a pas un risque de paraître un peu pompeux? C'est une critique qu'on entend souvent. C'est pas juste du snobisme linguistique pour impressionner la galerie. C'est une objection tout à fait légitime, et c'est un piège dans lequel beaucoup tombent, en fait. Mais c'est pas du snobisme, c'est vraiment de l'exactitude chirurgicale. D'accord. Analysons l'exemple que vous venez de citer, prétendre face au verbe dire. Ok. Imaginons un contexte d'entreprise. Si un manager déclare « mon collègue dit qu'il a sécurisé ce contrat », c'est factuel, c'est neutre. Oui, il rapporte juste les faits. Voilà. Mais s'il utilise « mon collègue prétend avoir sécurisé ce contrat », la dynamique de la pièce entière change. Ah oui, c'est vrai. Le verbe « prétendre » transporte à lui seul une intention très spécifique. Il inclut intrinsèquement une notion de doute, l'idée qu'une affirmation est lancée sans aucune preuve tangible. Ah, je vois. Du coup, si j'utilise « prétendre », j'ai pas besoin d'ajouter « mais je ne suis pas sûr qu'il dise la vérité ». Le mot fait tout le travail tout seul. Exactement. Un seul mot fait le boulot de toute une phrase d'explication. C'est une économie cognitive incroyable. Et c'est la même chose avec préconiser. C'est pas juste un synonyme sophistiqué de conseiller. Quelle est la différence alors? Un ami vous conseille un bon restaurant, mais un expert de la santé ou un consultant financier, lui, il préconise une stratégie. Ah, la notion d'autorité. Tout à fait. Ça implique une recommandation basée sur une expertise officielle ou une étude. Ces verbes-là, ils servent pas juste à faire joli dans une phrase, ils encodent une posture intellectuelle spécifique. C'est un peu comme compresser un fichier informatique complexe. On met beaucoup plus de sens dans un espace beaucoup plus réduit. Belle image, oui. Mais avoir un moteur puissant comme ces verbes, ça sert strictement à rien si on n'a pas de volant ni de châssis pour diriger la pensée. C'est clair. Un moteur surpuissant dans une voiture sans direction, c'est le crash assuré. Complètement. Il faut structurer tout ça. Et c'est là qu'entrent en jeu les éléments de l'architecture de l'argumentation, les fameux connecteurs logiques. La colonne vertébrale du discours. Exactement. La source en liste 15. On parle de termes comme « en effet »,« cependant »,« néanmoins »,« Par ailleurs, en revanche. d'une part »,« d'autre part », ou encore « en outre »,« autrement dit »,« en conclusion ». Il y a aussi les conjonctions comme « à condition que »,« bien que »,« puisque ». Et pour finir, « dès que »,« tandis que » et « quant à ». 15 petits mots.
Mais sans eux, une pensée complexe s'effondre inévitablement en une série de phrases simples, hachées et déconnectées. L'auditoire perd le fil très, très rapidement. L'analogie qui me vient en tête pour ces connecteurs, c'est celle de la construction d'un pont. Dites-moi plus. Imaginons qu'on doive expliquer une idée complexe avec deux arguments opposés. Sans connecteur, c'est comme demander à la personne qui écoute de sauter d'un rocher glissant à l'autre pour traverser une rivière super agitée. C'est épuisant cognitivement. C'est ça. Et on risque de perdre l'attention de la personne en chemin. Mais utiliser une structure comme d'une part et d'autre part, c'est construire un pont suspendu hyper solide. C'est vrai. Dès que l'auditoire entend d'une part, son cerveau se détend. Il sait qu'un argument équilibré arrive, il se laisse guider en toute sécurité d'une idée à la suivante. Cette métaphore du pont illustre parfaitement la gestion de la charge cognitive. Et ça soulève une question hyper importante sur la psychologie humaine. Comment on structure réellement les idées complexes? Oui, comment le cerveau fait le tri. Les connecteurs comme cependant, néanmoins ou en revanche, ils créent les virages de notre pensée. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on met au centre de cette réflexion? Les concepts. Exactement. Ça nous amène directement à la catégorie des noms conceptuels. Le document en isole 25. 25 noms? Plutôt que de tous les lister, prenons le temps d'en regarder quelques-uns à la loupe, parce que la différence qu'ils apportent est saisissante. Allez-y. La source oppose notamment des mots basiques à des concepts comme l'enjeu, la démarche, le constat ou la perspective. Et il y a aussi le défi, l'objectif, la stratégie, le contexte. La liste est longue. Mais c'est ici que la transformation intellectuelle opère vraiment. Passons du mot factuel, problème, au mot analytique, enjeu. Ok. Ça modifie littéralement la façon dont le cortex préfrontal aborde une situation. Un problème, c'est perçu par le cerveau comme un obstacle à retirer, une nuisance à éliminer. C'est binaire en fait. Ouais, on a un problème, on l'écrase. Voilà. Mais un enjeu, un peu comme a stake en anglais, ça représente ce qu'il y a à gagner ou à perdre. C'est un système complexe à comprendre, une valeur à défendre. La nuance est énorme. Quand un professionnel dit « voici notre problème », il demande une rustine. Mais quand il dit « voici l'enjeu », il invite à une réflexion stratégique globale. C'est fou de réaliser qu'en changeant un seul nom, on change tout le cadre philosophique de la discussion. Totalement. Et c'est la même chose avec le constat. Au lieu de dire « j'ai vu que les ventes baissent », dire « le constat est que les ventes baissent », ça donne immédiatement une distance scientifique, une objectivité à l'observation. Une posture d'analyste, oui. Avec ces noms conceptuels et nos connecteurs logiques, on a vraiment la charpente de la maison. Le moteur de l'action tourne avec nos verbes puissants. Mais, parce qu'il y a un mais, un discours peut encore sembler un peu robotique, un peu sec, non ? Oui, il manque la couleur. Voilà, les finitions. Et ça, c'est le rôle des adjectifs et des adverbes de précision. Les 20 derniers mots de notre liste. C'est la couche de vernis finale. C'est celle qui permet de calibrer l'intensité du message avec une granularité parfaite. La source met en lumière des adjectifs comme considérable, prépondérant, pertinent. Adéquat, substantiel. Il y a aussi globalement, particulièrement, relativement. Significatif, indispensable, souhaitable. Et on finit avec convenable, évident, complexe, progressif et durable. Bon, qu'est-ce que tout ça veut dire concrètement dans la vraie vie? Vous avez un exemple en tête? Prenons une réunion un peu houleuse. La façon de qualifier les choses définit instantanément notre autorité. Répondre à un collègue « c'est une bonne question », c'est aimable, mais c'est un peu banal. Oui, tout le monde dit ça. Mais répondre « c'est une question tout à fait pertinente », là ça valide intellectuellement le collègue, tout en plaçant la personne qui parle dans une position d'évaluateur expert. C'est très juste. De même, déclarer « nous observons une amélioration progressive et substantielle », ça pose une maîtrise indiscutable, bien au-delà d'un simple « on a fait des progrès ». Ce qui est fascinant ici, c'est l'économie de moyens pour un effet psychologique maximum. Et je dois avouer que j'ai une affection toute particulière pour l'adverbe « vraisemblablement », qui illustre parfaitement cette mécanique. Vraiment, j'aurais tendance à penser que c'est juste une manière hyper longue et compliquée de dire « peut-être ». Et c'est justement là que réside toute la subtilité. La nuance entre un simple « peut-être » et « vraisemblablement », c'est un chef-d'œuvre de diplomatie et de logique pure. Ah oui. Oui, peut-être, ça laisse la porte grande ouverte au hasard total, à l'incertitude absolue. En gros, ça n'engage à rien. Oui, il fera peut-être beau demain. Voilà. Vraisemblablement, en revanche, ça indique que, même s'il n'y a pas de certitude absolue à 100%, la totalité des preuves logiques et des indices pointent fermement dans cette direction.
Ah, je comprends. C'est le mot parfait pour formuler une hypothèse super solide sans prendre un risque inconsidéré. C'est brillant. Ajoutez à cela des adjectifs comme indispensable, complexe ou durable, et on possède vraiment tout le spectre de la nuance. C'est le kit complet. La fameuse mallette de précision. Exactement. Mais voilà, il y a un obstacle majeur. Le grand défi de l'apprentissage. Je dois vous faire une confession. Je vous écoute. Quand j'étais à l'université, la veille d'un grand examen oral de langue, mon instinct de survie consistait à prendre une feuille avec 200 mots de vocabulaire super complexes. Oh là là, je vois venir la catastrophe. Et je la relisais frénétiquement à 2 heures du matin. Je me bourrais le crâne, quoi. Et le lendemain, devant le professeur, Le trou noir, hein? le vide absolu, la paralysie totale. Je savais que le mot exact était quelque part dans ma tête, mais impossible de l'articuler. C'est un classique. Posséder cette liste de 70 mots sur un bout de papier, ça sert strictement à rien si le cerveau bloque au moment de parler. Votre anecdote illustre vraiment le piège cognitif le plus redoutable de l'apprentissage, la dépendance à la mémoire de travail volatile. C'est-à-dire? Le bourrage de crâne de dernière minute, ça crée une illusion de compétence. En relisant une liste, le cerveau reconnaît les mots de manière passive. Vous vous dites « Ah oui, il se connaît ce mot ». Oui, on a l'impression d'être prêt. Sauf que la reconnaissance passive et la production active, spontanée, utilisent des circuits neuronaux qui sont totalement différents. Ah, Hmm. ok. Au moment de parler, sous l'effet du stress en plus, l'accès à ces mots qui n'ont pas été consolidés est immédiatement bloqué. C'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est pour cela que la source propose une véritable science de l'intégration. Ça va bien au-delà de la simple théorie. Il y a une méthode en 5 étapes. Alors comment on pirate ce système? Comment on passe de la paralysie à la fluidité? Par où on commence si le par cœur ne fonctionne pas? La première règle absolue, l'étape 1, c'est la sélection personnelle. Il y a hors de question de s'attaquer aux 70 mots simultanément. Sinon le cerveau sature. Exactement. Il faut en choisir 10 par semaine, et pas au hasard. Il faut choisir ceux qui résonnent avec sa propre réalité professionnelle ou personnelle. D'accord, donc on choisit 10 mots, et ensuite, l'étape 2, c'est quoi? On les écrit 10 fois chacun dans un carnet? Surtout pas. La deuxième étape exige de forger des connexions synaptiques durables en créant ses propres phrases. Pas des phrases d'un manuel scolaire. Non, des phrases ancrées dans le quotidien. Par exemple, si une personne est ingénieure, elle va créer une phrase utilisant préconisé qui est liée à son dernier projet technique. Le contexte est le ciment de la mémoire. C'est la phrase clé. Un mot appris hors contexte, c'est un concept mort. C'est super logique. On attache la nouvelle information à un réseau neuronal qui existe déjà, notre propre vie en fait. Voilà, Et ensuite, l'étape 3, il faut les utiliser dans le monde réel, non? c'est l'étape cruciale. L'utilisation immédiate dans les 48 heures. 48 heures, c'est précis. C'est une fenêtre temporelle non négociable, selon les chercheurs. Il faut forcer le cerveau à mobiliser le mot dans une véritable conversation. Pour prouver qu'il est utile. C'est ça. Mieux vaut posséder une maîtrise totale et fluide de 10 mots puissants, capables de s'adapter à toutes les situations, plutôt que d'avoir survolé 70 mots qui s'évaporent à la seconde où on ouvre la bouche. D'accord. Et pour s'assurer que ça reste à vie, la source aborde la 4e étape, la fameuse répétition espacée. Ah, la répétition espacée. C'est validé par des décennies de recherche sur la courbe de l'oubli. Comment ça marche en pratique? Il faut réviser le mot un jour après avoir appris, puis 3 jours après, puis une semaine, puis un mois. Ça force le cerveau à se rappeler. Chaque rappel signale au cerveau que cette information est vitale pour la survie intellectuelle. Ça force littéralement le transfert vers la mémoire à long terme. C'est puissant. Et la dernière étape, la 5e, elle me plaît beaucoup. C'est l'immersion contextuelle. Oui, gardez les oreilles grandes ouvertes. C'est le moment où l'on écoute un podcast, on regarde les infos à la télé et on célèbre mentalement quand on capture un de ces mots dans la nature. Ah, il a dit prépondérant. C'est extrêmement gratifiant de voir la théorie prendre vie. On note d'ailleurs que la source insiste sur un point qu'on oublie souvent pendant cette immersion, la prononciation. Ah oui, c'est fondamental. Avoir le bon mot conceptuel dans la tête, c'est super. Mais s'il est mal prononcé, la personne en face ne le reconnaîtra pas. Et là, tout le travail d'architecture s'effondre. Un mot mal prononcé est un mot perdu. La maîtrise orale est vraiment indissociable de la maîtrise lexicale. Tout est lié. Complètement. Bon, pour synthétiser un peu ce voyage fascinant, la maîtrise du niveau B2 ou d'ailleurs de n'importe quelle compétence complexe, c'est pas une montagne insurmontable de données à ingérer. Surtout pas. C'est avant tout une question d'architecture et de tri. Il s'agit d'adopter une sélection stratégique, des verbes moteurs pour propulser l'action. Des connecteurs pour construire les ponts de la logique.
Voilà, des mots conceptuels pour encadrer l'abstraction et des adjectifs de précision pour asseoir son autorité. Et bien sûr, tout cela doit être cimenté par l'utilisation active pour transformer la théorie en réflexe avec les 5 étapes. C'est un modèle d'efficacité remarquable. Ça dépasse largement le cadre de la langue française, en fait. Totalement. Ça démontre de manière éclatante qu'en comprenant les mécanismes internes d'un système, que ce soit les rouages d'une langue, du code informatique ou de la gestion de projet, on peut optimiser son temps et son énergie de manière spectaculaire. Loin du mythe de l'effort quantitatif épuisant. Exactement. C'est une révélation d'une valeur inestimable pour quiconque cherche à apprendre et évoluer de manière intelligente. Mais parce qu'il nous reste un tout petit peu de temps avant de clore cette exploration, il y a une dernière réflexion, un peu vertigineuse, qui découle directement de la lecture de notre source. Ah oui, je vois de quoi vous parlez. Le document affirme sans détour que c'est précisément l'acquisition de cette liste restreinte de mots très spécifiques qui débloque la capacité à formuler des hypothèses et à débattre d'idées abstraites. Oui, et ça suggère une idée vraiment profonde sur la nature même de la cognition humaine. Jusqu'où va ce lien entre le mot et la pensée ? C'est la grande question, hein. Est-ce que notre capacité à développer une pensée complexe, à ressentir des nuances sociales ou politiques est littéralement circonscrite, limitée par les frontières de notre vocabulaire ? C'est le concept de dire qu'on ne peut pas penser ce qu'on ne peut pas nommer. C'est ça. Peut-on véritablement concevoir intérieurement une idée très nuancée, élaborer une stratégie d'entreprise subtile ou saisir un enjeu géopolitique majeur si notre cerveau ne possède pas l'outil exact, le mot précis et affûté pour encadrer et retenir cette pensée? Autrement dit, pour revenir à notre toute première métaphore, du bricoleur, si l'on ne possède finalement dans sa mallette mentale qu'un simple marteau, Est-ce que tous les problèmes du monde finissent inévitablement par ressembler à un clou? voilà une question fascinante. Ça interroge les limites mêmes de notre perception du monde. Et ça mérite vraiment qu'on s'y attarde bien après la fin de cette analyse.